Bonjour à toutes et à tous, je suis, Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir à cette nouvelle webconférence de Jury Travail sur les ruptures conventionnelles. Le succès des ruptures conventionnelles ne s'est jamais démenti, depuis leur création en 2008. Il y a juste une petite parenthèse covid, où, les mesures de chômage partiel, par exemple, ont un peu pris le pas, par rapport, à ces procédures. Hem, Nous disposons actuellement, enfin les derniers chiffres que nous avons à disposition concernent le mois de mars, 2022 et pour information, leur nombre est en augmentation de 20, enfin même de plus de 20, par rapport au nombre de ruptures conventionnelles depuis mars 2021. Du coup, enfin vraiment, on a vraiment une croissance continue de ce type de rupture de contrat. Hem Et cette procédure est très encadrée, par le code du travail, comme nous le verrons au cours des 45 prochaines minutes. Nous essaierons de ne pas déborder, mais pour éventuellement pouvoir prendre quelques-unes de vos questions, il est possible qu'on déborde un tout petit peu. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, Jury Travail. Donc Jury Travail, c'est le leader de l'information, juridique en ligne. C'est une actualité, juridique, décryptée pour vous chaque semaine par, nos juristes. Et Jury Travail, c'est également un abonnement qui vous accompagne au quotidien dans vos entreprises, que vous soyez RH ou représentant du personnel. Donc ces abonnements vous donnent droit de contacter notre plateau de juristes qui est basé à La Rochelle. Ils répondent à toutes vos questions par téléphone. Ils vous donnent accès à toute notre base documentaire, donc tous nos dossiers thématiques et nos modèles de lettres et contrats à jour des derniers textes de loi. Et il vous donne, également accès à votre convention collective, qui est, régulièrement mise à jour pour, tenir compte des derniers accords de branche. Jury Travail, donc c'est également un réseau d'avocats auquel appartient maître Kébé Soré, que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui. On a déjà eu l'occasion d'animer plusieurs webconférences, ensemble. Bonjour à vous maître et merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour Madame Victor et bonjour à tous. Alors comme d'habitude, nous avions mis, à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence pour vous permettre de nous poser vos questions. Donc j'ai transmis, ces questions à notre invité qui va donc, y répondre au cours, de cette webconférence. Et comme d'habitude, donc après la webconférence, enfin quelques jours après la webconférence, vous recevrez, la vidéo de cette webconférence ainsi que le support qui vous sera présenté. Si vous souhaitez, poser des questions, au cours de cette, conférence, n'hésitez pas à le faire. Ma collègue, Marine, est là pour, répondre à vos chats ou à vos questions. N'hésitez pas et comme je le disais au début, on prendra, sans doute quelques questions, enfin quelques-unes de vos questions en cours, de route. Alors, toutes les questions que vous nous avez fait parvenir ont été, regroupées, en 4 grandes parties. Donc nous verrons d'abord la procédure de la rupture conventionnelle. Ensuite, nous évoquerons plus la négociation et les documents à fournir aux salariés, en fin de contrat. Puis nous évoquerons 2 ruptures conventionnelles un peu particulières, la rupture conventionnelle, collective et la rupture conventionnelle d'un salarié protégé. Et nous terminerons par les recours et les contestations possibles à l'issue d'une rupture conventionnelle. Donc, commençons, par, voir, ce qu'il en est de la procédure de la rupture conventionnelle avec une première question pour ouvrir le débat. Qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle? Alors oui, donc effectivement, c'est une très bonne question, hein, pour voilà, pour commencer, ce sujet.
On va commencer par le début et c'est-à-dire définir ce dispositif, qui est effectivement un dispositif qui a été introduit par la loi de 2008, portant modernisation du marché du travail. Et en fait, la rupture conventionnelle est une procédure qui va permettre à l'employeur et aux salariés de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail. Alors, petite précision, la rupture conventionnelle n'est possible que pour les contrats à durée indéterminée et elle ne peut pas être imposée ni par l'employeur ni par le salarié. C'est important de le préciser. Et elle résulte donc d'une convention, d'où son nom, rupture conventionnelle. Et les dispositions qui encadrent la rupture conventionnelle dans le Code du travail, eh bien, sont des dispositions d'ordre public. Donc, on ne peut pas y déroger. C'est très important de le préciser. D'où l'importance de se référer au Code du travail, d'avoir toujours un code sur soi quand effectivement on passe par une procédure conventionnelle et si on a des questions. Voilà pour cette définition. Merci beaucoup. Donc, voyons maintenant les grandes étapes, de la procédure. Quelles sont-elles? Alors, les étapes, donc comme vous pouvez le voir sur cette belle présentation, elles sont au nombre de 6, pour synthétiser. La première étape de la procédure de la rupture conventionnelle, eh bien, ça va être la demande. C'est elle qui va évidemment initier cette procédure. Elle peut être, puisque c'est une rupture à caractère conventionnel, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, dans le cas d'une rupture conventionnelle classique. Attention, parce que c'est voilà. Dans la pratique, elle doit se faire par écrit, cette demande. C'est parce qu'il faut s'aménager des preuves. Donc, effectivement, si un salarié souhaite effectivement bénéficier d'une rupture conventionnelle, eh bien, on l'invite à proposer cette rupture conventionnelle par écrit. Ça peut être par un mail, par un courrier, peu importe. Mais pour s'aménager une preuve, il faudra effectivement qu'elle passe par un écrit. Ensuite, la deuxième étape de cette procédure, eh bien, il faut au moins un entretien obligatoire. C'est très important parce que le fait de ne pas faire d'entretien pourrait remettre en cause la validité d'une rupture conventionnelle, ce qui peut être assez dommageable pour le salarié et l'employeur. Donc, cette obligation, elle est visée par les dispositions du Code du travail, notamment par l'article 1237-12, premier alinéa du Code du travail. Et tout l'enjeu de l'entretien, en fait, ça va être d'établir que le consentement des parties, et notamment du salarié, est un consentement libre et éclairé. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment tout l'enjeu de cet entretien. Et dans le cadre de son entretien, eh bien, on va procéder à certaines négociations. On verra à la suite qu'est-ce qu'on peut négocier dans le cadre de cet entretien. Mais en tout cas, il faut au moins un entretien obligatoire. Il peut en avoir deux, mais en tout cas, un entretien doit être fixé et doit être réalisé. Voilà. Je mets vraiment l'accent, en tout cas sur cette partie de l'entretien, sur le fait que le consentement du salarié doit être libre. Et je rappelle que la jurisprudence a déjà pu décider qu'une rupture conventionnelle sera nulle si elle est obtenue sous la pression. Je vais donner un exemple. Par exemple, si un salarié se voit notifier des avertissements qui se concluent par une incitation à rompre le contrat de travail, eh bien là, on considérera que la liberté du salarié à procéder à une rupture conventionnelle eh bien, a été viciée. Donc là, on ira invalider la rupture conventionnelle. Ensuite, la seconde étape, vous pouvez les lire sur la présentation, eh bien, à l'issue des négociations, on va signer cette convention. La signature et la date de la signature est importante, puisque c'est à compter de cette date qu'on va faire courir le délai de rétractation, qui est la quatrième étape, en fait. La durée du délai de rétractation est une durée de 15 jours calendaires. Je dis bien calendaire, ce n'est pas 15 jours ouvrables, c'est bien 15 jours calendaires. Et attention au calcul des délais qui peuvent avoir une incidence importante sur ensuite l'homologation de la rupture conventionnelle. Eh bien, ces 15 jours sont calendaires et ils courent à compter du lendemain de la signature.
D'accord? Ça, c'est important aussi de le préciser parce que sur la computation des délais, ce qu'on appelle donc le calcul des délais, eh bien, effectivement, il peut y avoir des erreurs sur la fin et la date de fin de contrat. Ensuite, ce qui peut être un peu embêtant sur la date d'homologation du contrat de la rupture du contrat de travail. Voilà. Ensuite, on a pour la 5e étape l'homologation. Donc l'homologation va intervenir obligatoirement après les 15 jours calendaires, jamais avant. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'on va l'homologation, le début du délai d'homologation intervient au moment où on envoie la convention à la DRITS. D'accord? C'est-à-dire qu'après le délai de rétractation des 15 jours calendaires, eh bien, seulement après, on peut envoyer eh bien, notre convention à la DRITS qui pourra, elle, eh bien, faire partir son délai d'instruction pour homologuer la rupture conventionnelle. Et ensuite, à la fin de ces 15 jours ouvrables, on pourra déterminer la date de fin du contrat de travail, qui sera effectivement à l'issue de ces 15 jours ouvrables. Donc, deux délais importants, hein, le délai des 15 jours calendaires pour le délai de rétractation dont peuvent bénéficier les deux parties, le salarié et l'employeur, et ensuite, à compter de la fin du délai de rétractation, pour le délai d'instruction de la DRITS, qui est de 15 jours ouvrables et non calendaires. Attention aux différences. Voilà. Donc voilà pour les différentes étapes qui sont voilà, essentielles dans la procédure de la rupture conventionnelle. Alors, il y a un grand débat sur le chat entre les jours calendaires et les jours ouvrés. Oui. Effectivement, le législateur ne nous a pas simplifié la tâche puisque les 2 délais de la procédure ne se calculent pas de la même manière. Donc effectivement, comme le disait Élisabeth, les 15 jours calendaires, c'est 15 jours du calendrier. Donc c'est du 1er au 15, par exemple, si on prend des dates, simples. Et l'homologation de, la DRITS ou DRETS, enfin, Tout à tout le monde fait. Oui. prononce, Oui. de manière, on n'a pas encore trop l'habitude de cet acronyme. Là, c'est 15 jours ouvrés, donc ils ont, 2 semaines du lundi au vendredi pour répondre, Tout à fait. ce qui décale d'autant, quoi. Tout à fait. Exactement. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour tout le monde. Alors il y a, Cécile aussi qui nous posait une question, au début et qui la remet à l'instant. La rupture conventionnelle est-elle possible pour un salarié en cours en contrat de professionnalisation? Alors, c'est un CDD normalement le contrat de Oui, c'est ça, tout à fait, professionnalisation. exactement. Donc Tout à fait. Et les ruptures conventionnelles ne sont possibles que pour les CDI. Les voilà. contrats de long je crois l'avoir précisé Oui, oui, vous dans l'aviez le dit au numéro, tout effectivement, début, tout à mais fait. C'est une bonne question, effectivement, mais non, ce n'est pas possible. alors concernant, l'homologation, une nouveauté a été mise en place, cette année. Quelle est-elle? Alors, effectivement, il y a une nouveauté par rapport à la transmission de la convention, puisque cette convention devra être transmise de manière dématérialisée. Donc, il y a une plateforme qui a été donc créée, qui est dédiée pour cet envoi, qui s'appelle la télé RC. Alors, voilà, rassurez-vous, hein, c'est une plateforme qui est assez facile d'utilisation. Donc, effectivement, voilà, un envoi qui se fait de manière dématérialisée, alors qu'avant, on procédait par remise directe à l'adresse. Voilà l'originalité, la nouveauté pour la communication de la convention. Très bien, merci beaucoup. Alors petite, question pour finir cette partie sur l'importance de respecter les délais. C'est, une question qui nous a été, donc envoyée par un de nos internautes. Mm. Que faire si la demande d'homologation est transmise plusieurs jours, après alors non, pardon, j'ai oublié une question sur le délai de rétractation. Excusez-moi. On aurait Donc parlons de ce délai de rétractation de 15 jours. Comment faire si on souhaite se rétracter, que l'on soit employeur ou salarié?
Alors, en fait, effectivement, il y a un délai de rétractation qui est prévu. Et si le salarié ou l'employeur souhaite le mettre en œuvre, eh bien, les modalités de droit de rétractation, elles sont fixées par l'article 1237-13 du Code du travail et qui nous dit que simplement, ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen. Je précise simplement, parce que la jurisprudence a pu le préciser, que cette lettre de recours ce recours au délai de rétractation, de ce droit aux rétractations, doit être adressée à la partie adverse. Enfin, la partie adverse, si on peut, pas vraiment la partie adverse, mais l'autre partie. L'autre partie. Voilà, l'autre partie. C'est-à-dire que si le salarié souhaite mettre en œuvre son droit de rétractation, il doit l'envoyer à l'employeur et non pas à la DRIT, ce qui a pu être le cas parfois, ce qui fait que ce délai de rétractation n'est pas du tout effectif s'il n'est pas envoyé à l'autre partie. Donc, important, hein, on peut effectivement l'exercer, on doit l'exercer de manière écrite, c'est-à-dire une lettre. Un mail suffit également, mais par contre, il doit être adressé à la bonne personne. Hein. Donc, soyons vigilants sur ce point, sinon effectivement, ce délai de rétractation, en tout cas ce droit de rétractation, n'est pas effectif. Voilà. Très bien. Alors, donc cette fois-ci, je vous pose ma question sur l'importance de respecter, les délais. Donc, cette question nous a été envoyée par, une RH. Donc a priori, donc la demande d'homologation a été faite plusieurs jours après, la fin du délai de rétractation. Et du coup, avec les 15 jours ouvrés dont dispose la DRET pour répondre, hem, la date de fin de contrat évoquée dans la convention est antérieure au délai complet de l'homologation. Donc que faire dans ce genre Dans ce genre de de cas. situation? Oui, c'est des situations qui arrivent souvent. Et c'est une question très intéressante parce que dans les faits, on n'est pas forcément assisté d'un avocat ou d'un conseil, on n'est pas forcément voilà, très au fait de ces calculs. Et une erreur peut intervenir sur la détermination de la date de fin de contrat. Eh bien, en fait, pour répondre à cette question, il faut se référer toujours au Code du travail, de toute façon, donc à l'article 237-13 du Code du travail. Et on retrouve la réponse puisque le texte nous dit que la convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. Donc, si, admettons, effectivement, il existe une erreur dans le calcul, admettons, ou si, par exemple, la demande à la directe est envoyée trop tard. Voilà, on oublie, on fait passer un jour, etc. Eh bien, il y a deux hypothèses, en fait. Soit l'administration pourra dire que la convention est irrecevable et dans ce cas, on soumet une nouvelle convention suivie des délais alors qu'on devra respecter. Ou soit, si l'administration homologue après la date envisagée par effectivement la convention de rupture, eh bien la rupture, elle, ne pourra être effective que le lendemain de l'homologation. Puisqu'effectivement, le texte, il est clair, ce sont des dispositions d'ordre public, donc effectivement, il ne pourra intervenir qu'après l'homologation, enfin la la date de fin de contrat ne pourra intervenir qu'après le lendemain de l'homologation. L'homologation, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors on a mais pas de panique, c'est ça, voilà, il faudra attendre cette date-là. Alors, on a beaucoup de questions encore qui arrivent sur, les personnes éligibles à la rupture conventionnelle. Peut-on, établir une rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt maladie? Alors, c'est une question qui est, Et on a la même sur les femmes enceintes. pardon, j'ai pas entendu. On a la même sur les femmes enceintes. D'accord. Effectivement, alors c'est toute une question. La question repose effectivement sur le problème du consentement. On a pu avoir des réponses récentes, des jurisprudences récentes sur la question de la rupture conventionnelle pendant les arrêts maladie. Et effectivement, les arrêts maladie, il faut que les conditions et le consentement du salarié soit que le salarié soit bien disposé à pouvoir signer une rupture conventionnelle. Et on peut considérer que le fait d'être en arrêt maladie, par exemple, une dépression, admettons, je ne sais pas dans quel cadre, pourrait contrevenir à
démontrer que le salarié est bien dans une situation de consentement libre et éclairé. Donc, il y a cette question compliquée par rapport à cette rupture conventionnelle. Et on a pu avoir des décisions favorables, mais il y a un vrai risque sur cette question de consentement. Oui, effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Alors venons-en à la partie, négociation, de la rupture. Alors, il y a une question que j'ai vue passer, à ce sujet-là, dans le chat. Le salarié doit-il être informé qu'il peut se faire assister lors des entretiens, de négociation et par qui peut-il se faire, assister? Tout à fait. Alors, c'est une très bonne question parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur, sur ces éléments comme toujours, mais là, effectivement, c'est important de faire un petit arrêt sur cette question. Alors, sur l'obligation d'informer, donc est-ce que l'employeur, lui, déjà, c'est la première question, a l'obligation d'informer le salarié? Le salarié doit-il être informé? En soi, les textes ne posent pas d'obligation d'information. Il a été jugé d'ailleurs que l'absence d'indication sur cette possibilité ne remettait pas en cause la validité de la rupture conventionnelle. Par contre, le salarié, lui, s'il souhaite se faire assister, il doit en informer l'employeur. L'employeur, de la même manière, s'il souhaite se faire assister, il faut qu'il en informe le salarié. Autre précision, parce que ça a été précisé aussi par la jurisprudence. Les textes du Code du travail nous disent qu'effectivement, que si l'employeur souhaite se fait assister, en tout cas, il n'a cette possibilité que si le salarié fait usage de cette possibilité d'assistance. Voilà, c'était ce qui est dit par le Code du travail. C'est écrit tel quel. Ensuite, la jurisprudence est venue effectivement préciser cette question dans un cas d'espèce où effectivement il y avait dans le cas d'un entretien un employeur qui avait été assisté, et ce n'était pas le cas du salarié. Et le salarié avait demandé à ce que effectivement cette rupture conventionnelle soit invalidée parce qu'il existait un déséquilibre lors de l'entretien puisque seul l'employeur avait été assisté. Eh bien, la Cour de cassation a répondu que ce déséquilibre, on va dire, ne remettait pas en cause en soi la rupture conventionnelle, mais il fallait par contre s'enquérir et bien rechercher si ça n'avait pas eu un impact sur le consentement libre et éclairé du salarié. Donc, ce qu'on peut conseiller, nous, premièrement, c'est effectivement, même s'il n'y a pas d'obligation, c'est d'informer le salarié sur cette possibilité d'être assisté, c'est très important. Et deuxièmement, que si effectivement il souhaite se faire assister, qu'il doit absolument informer l'employeur. Et voilà pour les conseils. Il faut vraiment être le plus clair possible sur les possibilités qui sont offertes aux salariés en termes d'assistance. Et ensuite, informer le salarié par qui peut être assisté. Donc, pour le salarié, c'est soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, dans le cas de présence d'institutions représentatives. S'il n'y a pas d'institution représentative dans l'entreprise, eh bien, le salarié peut choisir cette personne dans le cadre d'une liste qui est dressée par l'autorité administrative. Pareil pour l'employeur qui peut effectivement se faire assister, on va le préciser quand même. Pour l'employeur, il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou effectivement par une personne appartenant à une organisation syndicale d'employeurs pour les entreprises de plus de 50 salariés. En précisant, et ça il faut vraiment le préciser, parce que parfois il y a des confusions, l'employeur ne peut pas se faire assister par une personne extérieure. C'est pas possible. Il ne peut pas se faire assister par exemple un expert comptable ou par un avocat. Parce qu'on peut se dire, bon voilà, un avocat peut venir assister à l'entretien. Ce n'est pas possible. Voilà, personne ne peut se faire assister par une personne qui est extérieure à l'entreprise, sauf si elle appartient à cette fameuse liste ou un syndicat. Mais en tout cas, si c'est un avocat ou un expert comptable, c'est pas possible, c'est interdit. Voilà, je préfère le préciser parce que parfois, on a souvent ces questions. Voilà. Très bien, merci beaucoup.
Alors quels sujets peuvent faire l'objet, de négociations, dans le cadre de la rupture conventionnelle? Alors l'élément, je pense qu'on va parler des choses, enfin les éléments essentiels qui peuvent faire l'objet d'une négociation. Eh bien effectivement, ça peut être c'est, l'indemnité de rupture, conventionnelle. On le précisera plus tard évidemment, hein, mais mais l'indemnité de rupture effectivement, même si elle a un minimum légal, elle n'a pas de plafond. Donc voilà, ça peut être un sujet. Ensuite, sur la question, effectivement, comme on le précise très bien sur la présentation, sur la liquidation ou non des congés payés, hein, des RTT, donc ça c'est important. La date de départ, puisque la date de départ, à minima, eh bien, il y a un minima, mais effectivement, on peut effectivement négocier cette date de départ qui peut être plus lointaine que celle qui serait fixée par la succession des deux délais qu'on a évoqués tout à l'heure. Mmh. Et ensuite, une question qui est assez importante parce que parfois elle échappe aux négociations, mais effectivement, la levée ou non de la clause de non-concurrence. Hein, il faut vraiment y faire attention parce que c'est très important de le mentionner dans le cadre des négociations. Parce que ça peut avoir un impact non négligeable pour le salarié ensuite. Et évidemment pour l'employeur, hein, pour la contrepartie qui devra verser. Tout à fait, merci Voilà. beaucoup. Alors concernant, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, justement, quelles règles doivent être respectées, la concernant? Alors, sur les règles qu'on va respecter, qui sont toujours d'ordre public, je le répète, c'est qu'effectivement, le montant, la première règle, c'est qu'elle ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. Voilà, ça c'est la première chose. Il y a un minima qu'il faut respecter. On peut pas aller en deçà. On peut aller au-dessus, mais on peut pas aller en deçà. Donc voilà, sur cette question. Et la deuxième règle importante, c'est que l'employeur est dans l'obligation de verser aux salariés le montant de l'indemnité conventionnelle. C'est-à-dire que dès lors que cette indemnité est plus avantageuse que l'indemnité légale, eh bien, effectivement, il doit verser cette indemnité. Donc, il devra aller rechercher dans sa convention collective, effectivement, si cette indemnité, elle est plus avantageuse que l'indemnité légale. C'est important de le préciser. Voilà, en somme, pour les règles qui doivent être respectées, c'est l'essentiel en tout cas. Il y a un minima qui doit absolument être respecté et appliqué par l'employeur. Et d'ailleurs, Très bien. elle peut le remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle. Donc vraiment, soyons vigilants. Oui, tout à fait, nous le verrons, un petit peu plus tard. C'est ça. Alors, que doit impérativement contenir, une convention de rupture conventionnelle? Parce que là, c'est pareil, chaque, élément est important en vue d'obtenir l'homologation, toujours. C'est ça, tout à fait. Alors, il y a pas mal d'éléments qui doivent figurer hein, sur cette fameuse convention. Effectivement, donc elles sont reprises voilà, sur la présentation, donc c'est très bien pour suivre le contenu, ce contenu. Donc effectivement, les informations qui concernent le salarié et l'identité des parties, effectivement, hein, de l'employeur aussi du salarié, le poste occupé, la date d'embauche, tout ce qui concerne effectivement et qui tourne autour de la qualification et du poste du salarié. Ensuite, l'information qui est faite au salarié pour la possibilité de se faire assister. La date et l'heure de l'entretien, ça c'est évidemment très important comme nous l'avons dit, elle conditionne la validité de la rupture conventionnelle. Le montant de l'indemnité, pareil, on vient de l'indiquer, il faut respecter les minima et voilà, sinon elle pourrait être invalidée et on pourrait demander la nullité de cette rupture conventionnelle. Le délai de rétractation qui est tout aussi important, avec l'information sur l'homologation, les 15 jours effectivement calendaires et les 15 jours ouvrés, voilà. Et la date de rupture, en essayant de ne pas se tromper sur nos calculs pour éviter effectivement l'incidence qui pourrait intervenir en cas d'erreur. Et ensuite, effectivement, il y a une partie sur toutes les dispositions qui sont négociées au cours des entretiens. Donc, c'est-à-dire, voilà, ce qu'on a évoqué, les 4 éléments qui peuvent faire l'objet d'une négociation. Et enfin,
la date de signature de fin de contrat qui marquera effectivement la sortie des effectifs du salarié, de l'entreprise. Alors, oui, concernant la date de signature, il y a une question qui était passée tout à l'heure. Ouais, La date de signature doit-elle correspondre obligatoirement à celle du dernier entretien? Pas forcément. pas forcément, non, non, non. Le temps de Non, non, rédiger la convention, non, oui, tout ça à peut fait, parce que bon, intervenir le oui, lendemain ou complètement, tout à fait. Oui, puisque oui, oui, complètement, il n'y a pas d'obligation à ce que ça concorde. juste faire attention parce que ça s'est déjà vu, faire attention à pas antidater la signature alors qu'on Jamais. mentionne un entretien, à une date postérieure. Et ça, on le voit assez régulièrement, c'est-à-dire que c'est assez étonnant. Enfin, il faut surtout pas avoir ce réflexe-là d'antidater. Il faut être patient parce on peut demander, en tout cas, l'invalidité de la convention collective, qui, je le rappelle, la nullité de la convention collective, elle s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc des indemnités de rupture et ensuite des dommages d'intérêt. Donc, soyons vigilants. Soyons patients et respectons les délais, les 2 délais qui sont imposés par le code du travail pour éviter effectivement d'invalider une rupture, une rupture. Mmh. Effectivement. Alors et ensuite, donc quand intervient la fin de contrat et la sortie des Oui. effectifs, quels documents sont à fournir, aux salariés? Alors, Et plus spécifiquement dans le cadre de cette procédure? donc, tous les documents qui sont relatifs à la rupture, déjà, hein, dans une rupture classique, on retrouve le Mmh, certificat de travail, l'attestation de Pôle emploi qui permettra effectivement au salarié de percevoir ses allocations chômage, puisqu'effectivement, c'est l'avantage d'une rupture conventionnelle, c'est qu'il peut effectivement percevoir ses allocations chômage. Le solde de tout compte et tous les dispositifs qu'on retrouve pareil dans les ruptures classiques de participation, d'intéressement, de plan d'épargne, etc. L'originalité, attention encore une fois, important, il faut absolument remettre aux salariés un exemplaire de la convention parce que effectivement, ça peut encore une fois invalider la rupture conventionnelle si le salarié ne se voit pas remettre un exemplaire de la rupture conventionnelle. On rappelle que c'est une convention, donc effectivement, elle doit être faite en double exemplaire. Voilà, c'est le nombre d'exemplaires correspond au nombre de parties. Donc voilà, qui ont pris, qui sont dans la convention. Donc il faut absolument remettre un exemplaire aux salariés. C'est nécessaire pour pas invalider la rupture conventionnelle. Donc, oui, à la effectivement, il y a eu des jurisprudences sur le sujet, effectivement. complètement, tout à fait. Après, bon, c'est une question, tout est une question de preuve aussi. Il faut pouvoir démontrer qu'effectivement, on n'a pas remis le double. Tout est là. Mais par contre, effectivement, hein, il y a les documents classiques qu'on retrouve dans toute rupture, comme on vient d'évoquer. Et Mmh. puis, de manière singulière pour la rupture conventionnelle, eh bien, on retrouve l'exemplaire de la convention. Alors une petite question d'Élise, si on négocie avec un salarié un départ dans 6 mois, peut-on s'y prendre en avance pour faire l'entretien et demander l'homologation? Oui, il n'y a pas de difficulté. Alors, c'est vrai qu'en règle générale, c'est Alors, plutôt des procédures qui vont vite, du coup, on a oui, c'est ça, c'est tendance ça. La à se dire question, que tout doit être fait dans l'urgence, mais non, on peut toujours se prendre, on s'y prend avec à de l'avance. l'avance. Tout à fait. Après, c'est toujours la question par rapport à à l'homologation, effectivement. Mais Mmh. effectivement, on peut s'y prendre à l'avance pour faire les entretiens. Il n'y a pas de risque sur cette question. Très bien, il faudra juste tenir compte De l'homologation, oui, tout à dans le fait. calcul de l'indemnité, de l'ancienneté Oui, qu'aura votre aussi, salarié au moment de la rupture du contrat complètement. Mais et rien donc ne l'empêche de le faire. tenir compte des 6 mois, C'est ça, tout qui à fait. s'écouleront. Parce que c'est pour ça qu'on vraiment dans les formulaires en tout cas qui sont produits et l'obligation de noter la date de fin de contrat qui nous Mmh. permet en fait par rapport à cette date de fin de contrat de ne pas oublier qu'il faut prendre en compte toute cette partie par rapport à la CNT. C'est-à-dire qu'à partir de la signature de la convention jusqu'à la fin de contrat eh bien il y a ce délai qu'il faut absolument prendre en compte. C'est pour ça que le législateur a prévu absolument de fixer et de mentionner la date de fin de contrat. Voilà, Voilà et du coup, ça répond à la question de, Nicole qui posait une d'accord. question, aussi sur le calcul de l'indemnité et la période de salaire à prendre en compte. Tout à fait. Alors, on va avancer parce que le temps file Oui. à toute allure, hein. Il nous reste encore 2 parties
Donc on va aborder maintenant les ruptures conventionnelles, collectives. Donc quand et comment peut-on mettre en place une rupture conventionnelle collective? Ah oui, alors cette rupture conventionnelle collective, pardon, c'est RCC, on dit dans le jargon, effectivement, elle présente pas mal d'avantages, hein, par rapport à ce qu'on appelle les points de départ volontaires, parce que c'est des conventions collectives qui vont permettre à l'employeur de procéder à la suppression d'emplois de manière assez souple, hein. Tandis que, parce que c'était effectivement la question qui était posée, tandis que les salariés qui seront, eux, nécessairement volontaires, hein, dans leur départ, pourront quitter l'entreprise en bénéficiant des indemnités de rupture et d'assurance chômage. Donc, euh, comment le mettre en place? Alors, c'est un accord en collectif, hein, qui va pouvoir fixer les modalités de cette RCC. Eh bien, cet accord, il sera conclu au niveau de l'entreprise, au niveau de l'établissement, hein, et qui va déterminer le contenu de la rupture conventionnelle collective. Donc, il va déterminer les objectifs à atteindre, hein, en termes de suppression d'emplois. Et voilà, on rappellera nécessairement dans cet accord qu'effectivement, la rupture conventionnelle collective se fait nécessairement sur le recours exclusif au volontariat. C'est vraiment des salariés volontaires. Alors, on avait fait effectivement un petit point sur les points forts et les avantages, on va dire, d'une RCC, sur la rupture conventionnelle donc collective. Les points forts, c'est que c'est une procédure qui est assez simple. Enfin, c'est simple. Voilà, on s'entend, mais effectivement, il y a des étapes assez simples, c'est-à-dire qu'elle passe par la négociation, ensuite par l'information du CSE, la signature de cet accord qu'on vient d'évoquer, l'homologation et la candidature des candidats au départ, des salariés au départ. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement renforcée, hein, contrairement au PSE. Donc ça peut être, on va dire que c'est une procédure un peu allégée de ce côté. L'autre avantage, c'est que le délai de mise en œuvre est un peu plus rapide qu'un PSE. Si on peut évoquer les faiblesses aussi également de la RCC, eh bien, la rupture conventionnelle collective, elle ne concerne que les départs volontaires, donc elle oblige effectivement à conserver. Donc ça, c'est des avantages par rapport à l'employeur. Mais elle oblige à conserver les emplois et les objectifs chiffrés des départs volontaires lorsqu'ils ne sont pas atteints. Et la dernière inconvénient qu'on pouvait noter, c'est que contrairement au PSE, il n'y a pas de mise en œuvre unilatérale, puisqu'il y a une obligation d'une signature avec les organisations syndicales. Mais là, vraiment, on se place du côté de l'employeur en termes de désavantages. Je ne sais pas si, voilà, on s'entend. Donc, c'est vraiment du côté de l'employeur où, effectivement, en termes de manœuvre, on peut être un peu plus limité. Voilà pour ce qu'il en est de la mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective. Et donc, que doit contenir, cet accord de rupture conventionnelle collective qui sera donc, envoyé ensuite, à la DRET? Tout à fait. Bien écoutez, là, parfait sur la présentation, puisque en fait, effectivement, cet accord qui fixe les modalités de cette rupture conventionnelle collective, il doit mentionner un certain nombre d'éléments, notamment le nombre de départs envisagés, les conditions d'éligibilité des salariés, parce que comme on vient de l'évoquer, effectivement, c'est nécessairement sur la base du volontariat, mais il faut quand même des éléments pour pouvoir départager et sélectionner les candidats. Donc, ces éléments doivent être absolument prévus. Ensuite, les modalités de conclusion des conventions individuelles avec les salariés, chacun des salariés volontaires, le calcul des indemnités en classique, et puis les mesures de reclassement éventuelles avec les modalités de suivi de l'accord qui aura été signé pour la mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective. Voilà. J'essaie d'avancer parce que je sais qu'on n'est pas. Oui. On n'est Et pas. nos internautes ont de l'avance, sur nous, Ah, puisqu'ils d'accord. sont déjà en train de parler, du sujet qui va nous occuper maintenant, à D'accord. savoir la rupture conventionnelle, d'un salarié protégé. Et là, la procédure est différente. Tout à fait. En quoi est-elle différente? Tout à fait. Alors, on retrouve déjà des points communs très rapidement, puisqu'effectivement, il y a effectivement la procédure est initiée par une demande, hein,
qui peut être soit faite par l'employeur, soit faite par le salarié, et il y a un entretien obligatoire. Donc ça, c'est les points communs. Par contre, effectivement, elle prend des singularités parce qu'on considère que le salarié protégé, comme son nom l'indique, il doit disposer de protections supplémentaires. Donc, tout d'abord, la rupture conventionnelle d'un salarié protégé, elle est soumise à l'avis du CSE, première originalité, première singularité, hein, qu'on ne retrouve pas dans une rupture conventionnelle classique. Ensuite, effectivement, la convention, elle doit mentionner la date de consultation du CSE, puisqu'effectivement, on doit effectivement rendre effectif le fait qu'on a consulté le CSE. Ensuite, et l'originalité, vraiment, je pense que c'est le point essentiel de cette procédure par rapport aux salariés protégés, c'est qu'en fait, on va demander l'autorisation de l'autorité administrative. Hein. On ne va pas demander une homologation. C'est vraiment l'inspecteur qui va autoriser en fait la rupture conventionnelle d'un salarié protégé. C'est vraiment cette différence là où je veux vraiment insister pour vérifier qu'effectivement le salarié a donné son consentement libre, éclairé encore une fois par rapport au contexte de l'entreprise et par rapport au fait qu'il soit un salarié particulier. Voilà. Mais pour être plus rapide et vraiment être synthétique, c'est vraiment cette singularité, cette originalité qu'il faut mettre en lumière pour parler de la rupture conventionnelle d'un salarié protégé. Et ensuite, effectivement, on a les délais dont dispose l'inspecteur du travail, qui est de 15 jours pour répondre. Et en absence de réponse, par contre, très important, c'est un délai de 2 mois. Passé ce délai de 2 mois, ça s'analyse en une décision de rejet, pas d'acceptation, de rejet. Voilà. Donc voilà les précisions et les originalités, enfin la singularité de ce sujet. Alors, on a, des questions qui arrivent, donc manifestement, Jeanne a dû essuyer un refus, Ah, de l'inspecteur du travail ou au moins temporaire, oui. par rapport à une rupture conventionnelle d'un salarié, protégé. L'inspection demande une enquête contradictoire. Il est probable que, elle se demande s'il y a un vice de consentement, du salarié concerné, non? Ah oui, a priori, oui, effectivement, il faudra s'interroger sur le fait, enfin, sur le contexte. Après, c'est un peu difficile de répondre à cette question sans y connaître, mais effectivement, a priori, ça serait sur le consentement du salarié à signer cette rupture conventionnelle. Mais je ne peux pas donner plus d'éléments si effectivement je. Alors, ensuite, tac, je regarde, vite fait. Alors c'est pas nous devons demander l'autorisation au CSE. Le CSE doit être consulté et rendre un avis J'en ai vu, sur tout la à fait. rupture conventionnelle, Complètement. c'est pas une autorisation. Ah non, c'est ce Si que j'ai si dit. le CSE rend un avis négatif, Ah oui, non, non, c'est pas une autorisation, je heu, le précise, je ne sais pas si. vous pouvez continuer, la procédure de rupture Complètement, conventionnelle. tout à fait. C'est un avis, hein, c'est tout à fait, c'est ça. C'est consultatif, c'est un avis et c'est pas l'autorisation. Le seul qui donne son autorisation, c'est l'inspecteur du travail. Oui, oui, Voilà. alors, je scrolle rapidement. Alors il y en a qui eh bien Nicole, il f ah oui, d'accord, ne disposant pas de CSE. Ah, bah, alors j'ai pas la fin de la question de Valérie. Bon, on reprendra les On prendra questions la un fin. petit peu plus tard et on avance, juste Bien sur sûr, la pour la fin suite. ici. Donc quels sont les principaux motifs de refus, de l'homologation? Alors, on a pu effectivement les évoquer hein, brièvement Mmh. au cours de notre exposé, mais ils sont assez multiples. Hein. Enfin, ils sont multiples, pardon. Ils sont multiples. Ils peuvent être effectivement un problème vis-à-vis du calcul de l'indemnité, qui peut être inférieur, comme je l'ai dit, à l'indemnité légale. Ça peut être des refus relatifs au non-respect de la procédure, comme c'est très bien noté sur la présentation. Un défaut d'entretien, l'absence d'information des droits du salarié, et effectivement, le défaut de voilà, tous ces éléments font que ça peut invalider ou en tout cas empêcher l'homologation de la rupture conventionnelle. Mais effectivement, donc il peut y avoir plusieurs
plusieurs éléments qui font que la rupture conventionnelle ne soit pas homologuée. Et une erreur de date également hein, sur le délai de rétractation. Si on s'aperçoit que le délai est mal calculé, eh bien effectivement, il risque de ne pas recevoir l'homologation de la DRITS si effectivement il y a une erreur sur le délai de rétractation. Ça, effectivement, ils sont très vigilants sur cette question. Donc voilà, ces motifs sont multiples. Mais il faut être le plus vigilant possible et faire en sorte d'inscrire tous les éléments dans la convention de rupture conventionnelle pour ne pas se voir essuyer un refus de la part de la DRITS. Alors, le refus, de la DRITS, Jeanne, c'est, quand ils refusent d'homologuer, la rupture conventionnelle et donc ça met fin à la procédure et le contrat de travail du salarié concerné, se poursuit. Complètement. Hem, Et alors, il y a des... Oui. alors ensuite, oui, il y a il y a tout un débat sur, si on veut si on veut faire une rupture conventionnelle avec un Oui. salarié protégé, type, défenseur, des salariés, dans une D'accord. entreprise, qui n'a pas de CSE. Alors là, en l'occurrence, pour reprendre la question, Oui. c'était pas un un défenseur des salariés, mais c'était un conseiller prud'homal. D'accord. Donc comment faire? Je pense qu'il suffit juste s'il y a eu des élections qui n'ont pas pu être organisées par défaut de candidats, par exemple, envoyer le PV de carence avec le dossier, non? Tout à fait. Alors, sur cette question, la question exacte de la personne est... Oui, pardon. Non, non, je vous en prie. Alors, il y a un conseiller prud'homal D'accord. qui souhaite faire une rupture conventionnelle avec son employeur ou l'employeur qui souhaite faire une rupture conventionnelle avec ce conseiller prud'homal, D'accord. mais dans une entreprise où il n'y a pas de CSE. Donc comment D'accord. faire, pour, récolter l'avis d'un CSE inexistant, en gros? Ah oui, d'accord, je vois la question. Bah, effectivement, oui, on peut, si le CSE est inexistant, eh bien dans ce cas-là, il sera pas consulté sur la question qu'il n'existe pas. Si effectivement le CSE, s'il n'y a pas d'obligation de mettre en place le CSE, la question ne se pose pas. Après, Oui, s'il si y a moins de effectivement, 11 il y a des salariés, carences, tout à fait. c'est réglé. Exactement, c'est réglé. Après, si effectivement il y a et ça peut être une question qui peut être posée ensuite par l'inspecteur du travail, qui ira effectivement vérifier pourquoi il n'y a pas eu de consultation, de toute façon, de manière automatique. Mais effectivement, il faudra produire ce PV de carence si jamais il n'y avait pas eu de candidat. Voilà. Mais la question pourra être posée par l'inspecteur du travail. Voilà, il suffit Il juste de faudra juste prouver que vous voilà, aviez de s'aménager la preuve. mmh mh, que soit vous n'étiez pas éligible à un CSE parce que moins de 11 salariés, Complètement. soit vous avez rempli vos obligations d'employeur quant à l'organisation des élections, mais il y a un PV de De carence. carence qui est établie, tout à fait. Alors, question de Marie, comment formaliser la consultation du CSE en réunion extraordinaire? Bah, si le salarié concerné est pressé et que vous également, oui, Oui, c'est une réunion extraordinaire. Sinon, si ça peut attendre la réunion ordinaire suivante, le point est inscrit à l'ordre du bien jour sûr, et tout est une question de délai par rapport aux impératifs de l'entreprise et du salarié. Après, ils c'est s'aménagent ça. s'ils peuvent pas patienter, tout à fait. Alors, Il y avait oui. quels recours sont possibles, en cas de refus d'homologation? Alors sur le Et puis je vais grouper avec la suivante. Est-ce que ce sont les mêmes pour un salarié protégé? d'accord. Alors sur cette question d'homologation, pour les recours, effectivement, c'est un recours devant le conseil des prud'hommes. Voilà, en fonction des règles de territorialité, évidemment. Mais effectivement, c'est le Conseil des prud'hommes qui est compétent par rapport à ces questions de recours d'homologation. Attention, effectivement, c'est bien de le préciser, pour le salarié protégé, ce n'est pas le Conseil des prud'hommes, en tout cas pour l'autorisation de la rupture conventionnelle, qui sera un recours administratif. Hein. Mais juste pour cette question d'autorisation. Pour le reste, effectivement, c'est bien le Conseil des prud'hommes qui est compétent pour ce problème d'homologation ou le problème d'invalidité
et de validité de la rupture conventionnelle. S'il y a eu vice de consentement, etc., effectivement, le salarié est invité à attraire l'employeur devant le Conseil des prud'hommes pour ce recours. En termes de délai, voilà, je poursuis sur cette question du Mmh. recours. C'est une prescription de 12 mois. Donc, il faut être assez, à compter de la rupture, donc il faut être assez rapide parce que ça passe très vite. 12 mois. Hein. On n'a pas l'impression, mais 12 mois, c'est vraiment des délais qui sont courts. Donc, soyons vigilants sur ces délais de prescription. Parce qu'après, si on est prescrit, bien, on ne peut plus, voilà, on ne peut plus faire d'action contre l'employeur si jamais il y a une difficulté ou un contentieux. Donc voilà. Très bien. Et quelles sanctions, peut encourir, l'employeur, En cas de en cas de manquement, en contestation? cas de contestation, eh bien, Mmh. en cas de contestation, admettons si ça porte sur le consentement du salarié, eh bien, on sollicitera la nullité de la rupture conventionnelle, et en sachant que la nullité de la rupture conventionnelle, eh bien, elle a pour effet de produire, en tout cas, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donc l'employeur sera condamné, lui, à verser des indemnités de rupture, et c'est-à-dire, admettons, enfin, les indemnités de préavis, et également des dommages et intérêts. Et l'indemnité légale, en sachant que l'indemnité, ce qui est un peu curieux, mais c'est comme ça, s'il a gain de cause, eh bien, le salarié sera invité à rembourser, puisque c'est une nullité, l'indemnité qu'il aura perçue. Après, Mmh. évidemment, c'est des sommes qui se compensent. Mais voilà. Donc, il y a les sanctions peuvent être assez importantes pour l'employeur. Donc, il faut être vraiment vigilant de respecter toutes les mentions obligatoires sur la convention, voilà, et toutes les modalités qui sont fixées et qui sont visées par le Code du travail. C'est assez important d'être assez sérieux et assez diligent sur ses obligations. En effet. Mmh. Alors je fais juste un dernier petit tour sur les questions. Il y en avait pas trop sur la contestation. Je reviens sur le chat. Alors hem, question de Félix, et c'est vrai qu'on n'a pas, énormément abordé le sujet. Si l'employeur refuse, la rupture conventionnelle à un de Mmh. ses employés, comment formaliser ce refus? Alors, comment formaliser ce refus? Eh bien, effectivement, comme, la première chose, c'est de rappeler qu'effectivement, il n'y a pas d'obligation d'accepter de la part de l'employeur ou du salarié une rupture conventionnelle, et qu'il est il est tout à fait libre, que ce soit l'employeur ou le salarié, pardon, de refuser cette rupture. Pour la formaliser, il faut simplement le formaliser par écrit, hein, pour être très clair. Je pense qu'en termes d'aménagement de preuves, c'est important. Et de l'établir par écrit en expliquant qu'on refuse une rupture conventionnelle. Voilà. Très Notamment bien, pour les merci. conflits ensuite. Donc, Oui, vraiment aménager la preuve toujours. merci beaucoup. Du coup, nous arrivons au terme de cette webconférence, et j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez obtenu, réponse à toutes vos questions. Donc je vous invite vivement à lire, le dossier, que nous avons rédigé sur le site de Jury Travail, sur ce sujet. Ça pourra vous accompagner dans vos démarches. Et n'hésitez pas à consulter Maître Kébé-Soré pour tout conseil supplémentaire. Donc, comme je vous enverrai la présentation d'ici quelques jours, vous recevrez bien sûr ces coordonnées. Et n'hésitez pas également, si des questions venaient un petit peu plus tard, à poser nos questions à notre équipe de juristes. Donc, Marine va vous transmettre le lien qui vous permettra de le faire. Afin de m'assurer donc de votre satisfaction quant à cette webconférence, et d'améliorer surtout, nos futures webconférences, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Là aussi, Marine va vous transmettre un lien qui vous permettra de le faire. Ces avis sont vraiment très précieux pour nous puisqu'ils nous permettent, donc de nous adapter, vraiment à vos besoins.
Je vous donne enfin, donc rendez-vous pour notre prochaine webconférence. Ça sera encore un sujet, de droit social. Elle aura lieu le 8 décembre à 14 heures et nous aborderons, les entretiens, pardon, les entretiens et les bilans professionnels, de, rendez-vous, obligatoires, fixés par la loi. Et là encore, Marine, va vous transmettre le lien d'inscription, c'est déjà fait. Donc, merci encore à vous, maître, d'avoir, accepté d'animer, cette webconférence, Merci à avec vous. moi. Ça a été un plaisir comme d'habitude. Plaisir partagé. Merci à tous, d'avoir, assisté, à cette webconférence. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine, webconférence de Jury Travail. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.